de Jack Harpster, donc membre de l'équipe Art of War, qui nous parle donc des Chevaliers Gris. Toujours la petite intro, Games Workshop a publié à la mi-avril sa grille d'équilibre du deuxième trimestre pour 40K, qui modifie radicalement un certain nombre de factions clés. Astra Militarum, les Marines et les Sœurs ont été améliorés, les Arlequins, les Taux et les Custodes ont été affaiblis, et certaines règles de jeu ont été modifiées. Maintenant que les Tyrannides se profilent à l'horizon, nous nous penchons sur plusieurs factions clés et examinons leur place dans cette nouvelle méta émergente. Dans l'article d'aujourd'hui, nous recevons Jack Harpster de The Art of War, qui nous donne son avis sur les Chevaliers Gris. Aperçu de la faction. Les Chevaliers Gris ont eu la chance d'avoir une période de descente dans la 9ème édition pendant laquelle ils pouvaient être considérés comme la meilleure armée du jeu, grâce à des appareillements corrects sur le terrain, notamment avec les Drukhari, à un plan de jeu extrêmement flexible et un secondaire de premier ordre dans le rituel de purification. Ils ont connu un grand succès pendant quelques mois. Malheureusement, ils ont commencé à chuter après la data slate de décembre, à la fois à cause des ajustements et de la sortie de nouvelles armées. Ils avaient un match-up particulièrement mauvais contre les Custodes, qui était une armée particulièrement populaire lors de sa sortie. Cependant, avec la publication du data slate d'équilibre d'avril 2022, ils ont reçu un tout nouveau souffle de compétition. Le seul changement apporté aux Chevaliers Gris est l'ajout de l'armure de mépris qui réduit les pénétrations d'armure entrant de 1. Il s'agit d'un buff défensif phénoménal, surtout lorsqu'il est empilé avec marée d'ombre. Cela transforme les intercepteurs à couvert en menaces très durables. De plus, Armor of Content, donc l'armure du mépris, est excellent pour toute unité ayant une sauvegarde d'armure de 2+, en natif, et est particulièrement bonne pour toute unité ayant une sauvegarde d'armure de 2+, qui a accès à la possibilité d'améliorer encore sa sauvegarde avec des bonus. Et là, c'est là où on va parler un peu des paladins. Les paladins ont un pouvoir psychique qui leur donne +1 à la sauvegarde. Du coup, se retrouvent avec une sauvegarde 1+. Donc si en plus sont à couvert, ils ont une sauvegarde à 0+. Enfin, voilà, on peut vraiment empiler beaucoup de choses. On rajoute derrière l'armure de mépris qui réduit les PA de -1. Les Chevaliers Gris ont accès aux 2. Les Terminators font désormais une excellente unité de troupes durables et les Paladins ont accès à la résilience blindée, ce qui en fait une unité à laquelle de nombreuses armées ne peuvent répondre. Aucune de ces unités n'était utilisée avant la mise à jour, mais elles ont maintenant une nouvelle vie grâce à leur durabilité accrue. Bien que les Nemesis Dread Knight soient la seule unité du livre qui ne bénéficie pas de l'Armure of Content, et tant mieux j'ai envie de dire, parce que sinon ce serait vraiment abject, ils restent la seule véritable source d'appui-feu dans le livre et sont toujours une excellente inclusion pour cette raison. En fin de compte, bien que l'Armure of Content soit le seul changement de règle qui ait directement affecté les Chevaliers Gris, leurs plus grandes améliorations sont probablement venues de changements indirects, qui ont affaibli d'autres armées dans la méta. Les appareillements, comment les Chevaliers Gris se positionnent-ils en compétition par rapport aux autres armées de la méta en ce moment? La réponse est plutôt bien en fait. Le point positif. Les Chevaliers Gris s'adaptent bien à un certain nombre des meilleures armées de la méta. Leurs profils de tir font toujours mouche dans les Xenos, et avec l'emprise des Tyrannides, des Taux et des Eldar sur la méta actuelle, les Dread Knight Nemesis peuvent être un choix judicieux pour la méta. Les Chevaliers Gris ont en fait l'un des meilleurs match-up contre le Craftworld, car ils possèdent l'attaque psychique pour tuer les unités de dépistage, et utiliser Gate of Infinity pour téléporter les unités dans l'espace de ces unités gardées, et tirer sur les unités que le joueur Eldar a essayé de garder en vie. Les Tyrannides n'ont pas de réponse fantastique aux Chevaliers Gris à distance, ce qui devrait permettre aux Chevaliers Gris d'avoir une certaine marge de manœuvre pour infliger des dégâts avant d'être submergés de près. Avec la puissance brute des nouveaux Tyrannides, c'est peut-être le maximum que l'on puisse espérer. Pris ensemble, ces deux affirmations signifient que lorsque vous tentez de vaincre des Xenos, votre meilleure chance est de maintenir le cap et de garder les Dread Knight. Cependant, le style de jeu plus axé sur l'infanterie a encore de l'avenir face à de nombreuses menaces Xenos actuelles. Au niveau des difficultés, l'inconvénient de se recevoir une armure de mépris pour les Chevaliers Gris est que d'autres armées l'ont également reçue. Les Chevaliers Gris avaient déjà du mal à gérer les unités à couvert et à distance avec une protection d'armure de 2+, et cela n'a fait qu'empirer. En dehors de l'échange de quelques hallebardes contre des épées, il n'y a pas grand chose qu'un joueur de Chevalier Gris puisse faire pour se préparer à la menace de l'armure de mépris. Cependant, de nombreuses armées d'une armure de mépris ont également du mal à vous infliger des dégâts à distance, en particulier les Marines. Comme 40K est un jeu à somme nulle, je pense que nous pouvons dire que c'est un échec. Les Custodes restent l'adversaire le plus difficile des Chevaliers Gris, mais ils sont beaucoup moins fréquents dans les tournois et donc beaucoup moins préoccupants. Honnêtement, le plan « avoir de bons match-up avec les Xenos » et surpasser le reste est un bon plan et un meilleur plan que ce que beaucoup d'armées Armor of Content ont actuellement. Alors c'est pas faux côté Custodes, parce que si on se réfère à la Ligue 1 match aller, tous les rosters de mémoire avaient un joueur Custodes. Match L1 retour, on n'a qu'un seul joueur Custodes qui tient encore la route avec Zig. Il est toujours sur son codex. Donc on peut dire que les joueurs Custodes de cœur ont passé l'arme à gauche en dehors de Zig. Voilà, une petite crotte de nez gratuite.
No offense. Alors, construire pour une nouvelle méta. Si vous construisez une armée de chevaliers gris en ce moment, votre plus grande question est contre qui dois-je faire de la tech? Les top dogs, donc les top codex actuels, sont tous des Xenos, des armées sans armure de mépris qui récompensent le fait de jouer des Dread Knight, tandis que certaines des factions Marines les plus populaires ont reçu une immunité quasi totale à votre puissance de feu. J'ai tendance à vouloir contrer ce que les meilleures armées essaient de faire tout en acceptant un plan de jeu moins adapté pour les armées plus faibles. En gardant cela à l'esprit, je recommande toujours de s'en tenir au Dread Knight pour obtenir une puissance de feu à distance significative dont les Grey Knights sont dépourvus. Alors c'est vrai qu'en termes d'armes de tir, c'est beaucoup de saturation, pas spécialement avec une grosse PA, donc le vrai soutien, on va dire, la vraie partie tir du Chevalier Gris réside vraiment dans cette Dread Knight Nemesis. Donc au niveau des Chevaliers Gris, donc là on est sur de la rapière, donc la rapière, si je vous dis pas de bêtises, leur stratagème, c'est lorsqu'ils vont faire des 6 pour toucher, ils rajoutent des touches en plus. Rapière, oui c'est ça. Lorsqu'ils font des 6 pour toucher, ils rajoutent une touche supplémentaire. Leur pouvoir psychique, c'est de gagner une attaque supplémentaire. Et le trait aussi, le trait de seigneur de guerre rapière est très intéressant parce que c'est celui qui vous fournit une advance et charge. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a mis dans la liste? Donc on a un Grandmaster in Nemesis Dread Knight, donc classique, j'ai envie de dire, avec la Great Sword. Le Unyielding Anvil, donc ça de mémoire, c'est le trait de seigneur de guerre qui fournit le super OP, l'objectif secured. Servant of the Throne. Une fois par bataille, quand le porteur est sélectionné comme cible d'une attaque, he can use this gift, donc il peut utiliser le Servant of the Throne. S'il le fait, il gagne une invulnérable 3+. Donc le servant, c'est l'invulnérable 3+. Le Sigil, ça doit être la téléportation du coup. Fois par bataille, durant la phase de tir adverse, quand le porteur est sélectionné comme la cible d'une attaque à distance, il peut activer cette relique. Il le fait, vous retirez le porteur du champ de bataille et vous le remettez sur le champ de bataille n'importe où, à 9 pouces de toute figurine ennemie. Et l'unité qui avait sélectionné le porteur de la relique comme cible de son attaque peut choisir une autre cible si jamais le porteur n'est plus éligible. Donc on a les Levi Psy-Canon, la Glating Psy-Lancer, donc ça c'est vraiment les deux armes de tir qu'on va toujours retrouver sur les Dread Knight Nemesis. La Gate of Infinity, c'est le TP, et l'Empiric Amplification, c'est une malédiction que vous faites donc sur l'unité ennemie. Et donc quand vous la réussissez, ça fait que vous gagnez un +1 d'attaque sur vos armes Nemesis et vos armes Psy. Donc ça tombe bien, hein, le Psy-Canon et le Psy-Lancer sont des armes Psy, et vous avez une arme Nemesis. Oh bah tiens, comme par hasard. Tout est parfait. Alors ensuite on a un Brotherhood, le Psychic Epitome, Purifying Flame, Vortex of Doom, Cuirass of Sacrifice. Cuirass of Sacrifice, alors le modèle infanterie, il a +1 à la sauvegarde. Ouais voilà, ils sont en sauvegarde de plus, donc avec la relique qui lui fournit un +1 à la save, donc il en sauvegarde un plus, grâce à la cuirasse. Et lorsqu'il perd un point de vie, il a une Feel No Pain à 5. Voilà, donc ça il va un plus, Feel No Pain à 5, ça c'est pas mal. Par contre le Psychic Epitome, c'est un trait de seigneur de guerre? Psychic Epitome, c'est bien le trait de seigneur de guerre. Donc au début de la phase psychique, il sélectionne une unité Psyker Grey Knight à 6 pouces de lui, et jusqu'à la fin de la phase, à chaque fois qu'une unité manifeste un pouvoir psychique ou Witchfire, quand il résout donc ce test psychique, si une unité ennemie souffre de n'importe quelle blessure mortelle, cet ennemi souffre d'une mortelle supplémentaire. Intéressant. Quand on a Purifying Flame derrière, Purifying Flame, donc c'est un Witchfire qui fait D3+3 mortels, s'il fait un test psychique de 11 ou plus, et sinon c'est 3 mortels flat sur un test de valeur avec une charge warp de 5+, mais si jamais il fait 11 de 3 blessures mortelles flat, il passe à D3+3. Le Vortex of Doom, donc c'est aussi un Witchfire, difficulté 7, si manifesté on sélectionne l'unité ennemie la plus proche. Et chaque autre unité ennemie à 3 pouces de l'unité sélectionnée souffre d'une blessure mortelle, et celle qui est sélectionnée souffre de D3 blessures mortelles. Et donc on nous précise quand même que si la figurine manifeste ce pouvoir psychique et qu'il a le trait de seigneur de guerre Psychic Epitome, seule l'unité que vous avez sélectionnée souffre de la mortelle supplémentaire et non pas les autres unités à 3 pouces de l'unité que vous avez ciblée. Voilà. On a un petit garde-fou quand même. Donc ensuite 3 unités de 5 strike en sword, 3 x 10 interceptors en sword et unité en halberd, et on retrouve donc 3 Nemesis Dread Knight avec les petits canons et les Gatling. Cette liste, bien que similaire aux listes d'avant la data slide, fait toujours du bon travail. La liste est particulièrement bien positionnée pour faire face à la menace actuelle des Xenos, et elle est très efficace au corps à corps grâce à l'échange des porte-épées ou potentiellement des frères prescients contre les rapières. Il est important d'avoir des dégâts de mêlée contre les autres armées d'armure de mépris et les tyrannides.
car contre les autres armées d'armure du mépris, les Dread Knights auront du mal et les Tyrannides sont des cibles difficiles à tuer par vos tirs. J'ai testé les builds de Tyrannides centrés sur les Terminators et j'ai constaté qu'ils n'ont pas les dégâts nécessaires pour empêcher la menace des insectes de vous écraser sans quelques tirs pour les ramollir. Dans l'ensemble, je suis convaincu que les Chevaliers Gris ont reçu un coup de pouce significatif et sont bien positionnés pour la méta actuelle. Et je suis impatient de voir comment ils se comportent lors des événements. Conclusion, voilà qui conclut notre tour d'horizon des Chevaliers Gris qui se trouvent dans une situation intéressante sur le plan compétitif et sont prêts à s'en sortir. Nous en avons presque terminé avec notre série d'articles sur les factions, mais restez à l'écoute pour un ou deux autres articles la semaine prochaine. Vous pouvez obtenir davantage d'analyses et d'informations sur Art of War en vous rendant sur leur site. Devenez membre de leur formidable communauté et profitez encore plus de votre hobby. Si vous avez des questions ou des commentaires, envoyez-nous un message dans les commentaires ci-dessous ou envoyez-nous un courriel à contact@goonhammer.com.